Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième et dernière partie consacrée à la poitrine des femmes. Comment le fait d'être les seins nus peut être considéré comme un instrument politique qui intéresse la philosophie? Dans une première partie, nous avons essayé de retracer l'histoire du rapport de l'être humain à la poitrine. Puis dans une seconde partie, nous avons eu un point de vue plus sociologique, plus ethnologique. Comment est-ce que la vision de l'Occident a pu se confronter à la nudité des peuples premiers et comment est-ce que cette nudité a pu servir, être instrumentalisée comme un moyen de domination. Nous finissions cette dernière partie en faisant un parallèle entre la domination coloniale construite sur la nudité qu'il pouvait y avoir dans le reste du monde et la domination patriarcale construite également sur le rapport au nu et à la poitrine qui pouvait se retrouver, en France en particulier, en Occident en général. C'est par le sein gauche que Prométhée insuffle le savoir technique à l'homme. Mais ce savoir technique qui lui permet de maîtriser la nature, d'être maître de ce qui l'entoure, de modifier la nature à son profit alors que les animaux doivent la subir, va se révéler inutile pour l'homme sans être complété par le savoir politique. L'homme qui est capable de vivre en société, qui est le seul animal à pouvoir dépasser le rapport de la meute pour passer à un rapport social. C'est cette métaphore qui va nous permettre de construire notre pensée, selon laquelle le sein, le corps, le rapport au corps va être également quelque chose qui va être lié à l'instrumentalisation politique. Cette domination politique peut être traduite par un élément du vêtement particulièrement symbolique pour les femmes, qui est le corset. Le corset, c'est cet instrument qui va permettre d'affiner la taille et de relever la poitrine. Mais ce n'est pas sa fonction première. Le corset vient d'Espagne, où il va servir à tenir le buste droit. C'est une pièce de vêtement qui va être constituée en particulier d'une plaque sur l'avant du corps, en bois, en métal ou en matériaux un petit peu plus précieux comme l'ivoire. En tout cas, une plaque extrêmement rigide qui va permettre de tenir le buste droit. C'est quelque chose de symbolique. C'est-à-dire que cette raideur du buste pour les femmes va être constituée comme une preuve de maintien, une capacité à se tenir correctement en société. Le corset, en France, va évoluer extrêmement rapidement. Il va perdre sa fonction première de maintien pour être un objet qui va serrer la taille et surtout relever la poitrine. La mettre à la disposition de la vue comme sur un plateau, en quelque sorte. S'il était encore besoin de prouver le rapport qu'il y a entre la vision de la poitrine de la femme et le contexte politique, il suffirait juste d'observer qu'entre 1789 et 1805, le corset disparaît complètement de la tenue féminine. La taille n'est plus marquée, les robes sont resserrées juste en dessous de la poitrine est maintenue mais n'est plus visible. La mode est d'ailleurs aux petites poitrines qui vont être cachées sous ces robes qu'on appelle de style empire. À partir de 1805, Napoléon Ier désire
réintroduire le corset. Ils trouvent que les femmes ont pris trop de liberté au cours de la Révolution. Ils désirent les dominer et le corset va devenir cet instrument privilégié de domination. La taille va être de plus en plus serrée, les seins vont être de plus en plus relevés, à tel point que ce corset va déclencher chez les femmes de véritables mutilations. Certaines, pour pouvoir affiner leur taille, vont jusqu'à se faire briser les côtes et les organes se trouvent complètement dispersés à l'intérieur de l'abdomen. Certains vont remonter, l'estomac va remonter vers le haut de la taille et parfois les intestins vont complètement être bloqués en dessous de cette taille. À la fin du XIXe siècle, les corsets vont donner aux femmes une forme de S. Le fait de serrer la taille et de redresser le buste pour soulever les seins va projeter les fesses vers l'arrière. C'est assez paradoxal car on se retrouve avec une poitrine gonflée, les seins séparés, relevés vers le haut, et puis des fesses également gonflées vers l'arrière. On retombe au XIXe siècle dans une vision de la femme telle qu'on pouvait la retrouver avec les Vénus paléolithiques, finalement résumée à une poitrine gonflée et des fesses en arrière. Cette synchronisation de la contrainte imposée à la poitrine de la femme avec les contraintes sociales devient complètement évidente. En 1889, en particulier, avec la présentation du corset-gorge, ancêtre du soutien-gorge. Donc il est présenté par Hermine Cadol. Il maintient la poitrine de la femme par les épaules et promet la fin des tortures imposées par le corset. Hermine Cadol est une militante révolutionnaire. Elle rejoint l'un des premiers mouvements féministes français, l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins des blessés, au cours de l'insurrection de la Commune en 1871. Elle y rencontre l'anarchiste Louise Michel et se bat pour les droits de la femme, qui n'ont ni le droit de vote, ni le droit d'ouvrir un compte en banque. Elle sera d'ailleurs détenue pendant 6 mois en prison pour son action pendant la Commune. Les mouvements de revendication politique se poursuivent au cours du XXe siècle. Le plus connu et le plus marquant est probablement le mouvement des suffragettes. C'est le nom que l'on donnait à l'ensemble des militantes du droit de vote pour les femmes dans le monde anglo-saxon. Ce mouvement se caractérise également par des revendications de liberté vestimentaire et sexuelle. On voit souvent les femmes porter des pantalons, parfois aussi pour être plus à l'aise pour courir afin de fuir la police. Et puis dans ce petit extrait de Mary Poppins de Walt Disney, où on voit clairement la revendication du droit de vote liée à une revendication sexuelle. Voilà, les sœurs suffragettes. C'est très intéressant. Mais sans vous offenser, Je veux Kensington à Billing State, enfin ce n'est qu'un cri. Demain va dans tout le pays commencer une trêve. Politiquement l'égalité sera un droit affirmé. Mais avant mes amis qu'on libère des prisons nos guides. Ces mouvements successifs de libération des femmes autant que de libération de leur poitrine va se poursuivre tout au long du XXe siècle, en particulier par le rôle des femmes joué pendant les 2 guerres mondiales.
Nous finissions notre seconde partie sociologique par le parallèle que l'on faisait entre la libération de la femme et la décolonisation. En effet, la période de décolonisation va marquer durablement l'émancipation féminine. Alors, bien sûr, la décolonisation ne se résume pas au XXe siècle. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce processus de décolonisation, c'est que, au cours de cette période, elle s'est faite au profit des autochtones, contrairement, par exemple, à la décolonisation américaine qui s'est faite au profit des colons. Signée à San Francisco, le 26 juin 1945, la Charte des Nations Unies codifie les grands principes des relations internationales et en particulier affirme la notion de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En France, le droit de vote des femmes est confirmé par l'ordonnance du 5 octobre 1944 sous le gouvernement provisoire de la République française. Mais il n'est utilisé que le 29 avril 1945 pour les élections municipales. Après les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale et la découverte des camps de concentration, la libération va aussi s'attacher à la libération des corps. Les Nations Unies adoptent la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948. Le droit de disposer de son corps y est fermement affirmé. Je vous en donne les détails. L'article 3, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdites sous toutes leurs formes. L'article 5, nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'article 9, nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Et enfin, l'article 16.2, le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Mais les années passent et la libération des femmes évolue très lentement. Les femmes sont encore les bonnes épouses, les mères au foyer et éventuellement les secrétaires de leur patron. Ces artistes américains, Rudy Garnish, dessinent le monokini, un maillot de bain qui laisse les seins nus. Ça va aller de pair avec la démocratisation du topless sur les plages. En France, cette tendance divise l'opinion, comme nous le prouve cet extrait de reportage. Montrer votre poitrine, ça ne vous gêne pas? Absolument pas. Est-ce que ça gêne les autres, à votre avis? Je pense pas. La crise de 1968 est censée changer la vie des femmes. Elles revendiquent le droit de prendre leur vie en main et d'être égales aux hommes, même si le bilan est très partagé. Il faudra en effet attendre 2006 pour la première loi sur l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Pour l'historienne Michèle Rio-Sarcey, dans Histoire du féminisme, en 1968, l'histoire insurrectionnelle se décline au masculin. La parole publique n'appartient pas aux femmes. Marie-Jo Bonnet, auteure de Mon MLF, il y avait beaucoup de femmes dans les manifs, dans les groupuscules gauchistes et chez les grévistes.
Mais elles ont joué les seconds rôles, affirme-t-elle. Elles servaient le café, tapaient les tracts à la machine. Il faut se replacer dans le contexte d'une société française fermée, où les rôles sexuels étaient très stéréotypés. Pour l'aspect anecdotique, c'était l'époque du quart d'heure américain, nous dit cet auteur. Les femmes n'avaient que 15 minutes pour avoir la liberté d'inviter éventuellement un cavalier à danser. Malgré ses limites, pour l'historien Paul Le Goff, le vieux monde est balayé. Une nouvelle ère s'ouvre, en particulier avec la loi sur l'autorité parentale partagée en 1970 et en 1975 avec la loi sur la simplification des processus de divorce et puis bien entendu avec la loi Veil. Pour l'historienne Florence Rochefort, chercheuse au CNRS, le corps se libère en 1966. Yves Saint Laurent fait du pantalon un étendard féminin. Avec mai 68, il fait son entrée au lycée. La mini-jupe et le monokini, pour les filles, sont selon elle des symboles forts, car en revendiquant cet uniforme et la libre disposition de son corps, la femme conquiert aussi son autonomie. La loi Neuwirth sur la contraception date de 1967, mais ne sera appliquée qu'en 1972. Avec elle, les femmes maîtrisent leur sexualité. Certains tabous volent en éclats, comme les notions de jouissance. Et puis d'autres persistent, comme celui de la masturbation, avec la démocratisation des sextoys développés depuis les années 2010 seulement. La philosophie des années qui précèdent 1968 est marquée par le structuralisme, avec, comme auteur de référence, Althusser. Pour Althusser, par exemple, nous croyons que nous avons des pensées, mais en fait, ce sont des structures. Et l'individu n'y a que très peu de place. Ce sont des thèses en opposition, par exemple, avec l'existentialisme de Sartre, qui place au centre de sa philosophie l'existence libre. Althusser est l'exemple caractéristique de la philosophie avec laquelle veut rompre les mouvements de mai 68. Le graffiti que l'on pouvait voir sur les murs de l'école normale supérieure, Althusser à rien. Et à Nanterre, avec l'inscription « Une structure ne descend pas dans la rue ». La philosophie de 1968, avec des accents plus ou moins nietzschéens, de remise en question de la morale, de par-delà le bien et le mal, semblait pouvoir se passer de morale, ou tout au moins la remettre en question. Nous nous contentons de la référence à Jean-Paul Sartre. Pour lui, 68 est un démenti du structuralisme. C'est une fin des valeurs bourgeoises, y compris morales. Nous allons écouter ensemble cet extrait de l'intervention de Jean-Paul Sartre devant les étudiants de la Sorbonne. Je ne suis pas ici en tant que politicien, mais en tant qu'intellectuel solidaire de vous. Comment prévois-tu
la société qui se prépare actuellement, cette société ayant déjà dépassé le cadre étudiant. Je pense qu'il ne faut pas prévoir. À ce degré, ce serait de la prophétie. Il s'agit simplement de voir ce qui est en train de se faire. Et ce qui est en train de se faire, à mon avis, c'est une nouvelle conception d'une société socialiste qui serait basée sur la pleine démocratie. Autrement dit, une liaison du socialisme et de la liberté. C'est ça qui est en train de se chercher. Est-ce que cela peut, c'est ça que vous faites en ce moment. Ce que j'admire chez vous, au fond, c'est votre liberté et votre autodiscipline. Je puis, par exemple, et non, écoutez, vous étiez très embêtant au début, et puis, depuis un moment, vous vous êtes vous-même fait votre discipline, et vraiment, on pourrait croire qu'il y a un service d'ordre ici. Vous êtes à 90% des fils de bourgeois. Mais, en même temps, cette liaison de ça avec le divorce complet avec la classe bourgeoise et la recherche de l'égalité avec les travailleurs, ce sont ces deux choses que je trouve essentielles dans votre cas. La structure de la liberté, pour Sartre, c'est le dépassement. En particulier dans le domaine des normes et des normes sexuelles. Comme il le développera plus tard dans ses cahiers pour une morale, paru après sa mort en 1983. C'est une libération sexuelle, parfois outrancière, et remise en question en partie aujourd'hui, comme le dénonce Malka Marković dans l'autre héritage de 68, la face cachée de la révolution sexuelle. Les années 70 sont celles de la révolution sexuelle, dans la continuité directe de mai 68. Formidable moment de libération, d'émancipation, elles ont aussi fait naître quelques monstres, comme par exemple l'apologie de la pédophilie, avec de manière étonnante l'aval d'un certain nombre d'intellectuels de l'époque. Je dirais que en réalité, ce qui s'est mis en place dans les années 70, c'est le capitalisme pornographique. Ouais. C'est le capitalisme de l'industrie du sexe au nom de la liberté. Ce n'est pas qu'il n'existait pas avant des rapports de violence, des rapports de domination, mais au nom de la liberté, cela a pu se banaliser et également finalement devenir une injonction normative pour un certain nombre de jeunes. Vous dites que c'est-à-dire que jouir sans entrave, c'est fait pour les hommes. Voilà, ce n'est pas le droit au désir bilatéral, c'est l'injonction de la jouissance à tout prix, où finalement on va faire au nom de la liberté l'apologie de la pédocriminalité. Ouais. Vous n'êtes pas une nostalgique du puritanisme et du retour à la morale? Certainement pas, certainement pas. Je suis au contraire pour que cette parole qui s'est libérée en 68, je crois que véritablement il y a eu un moment de révolte réelle et importante, mais qui s'est arrêtée net parce que finalement je pense majoritairement les hommes, à l'époque, n'étaient pas mûrs pour remettre en question un certain nombre de comportements. Et on le voit bien aujourd'hui avec toutes ces chapes de silence qui explosent depuis l'affaire Weinstein.
Et par exemple, un autre slogan qu'on a beaucoup entendu en mai 68, c'est le slogan féministe, « Mon corps m'appartient ». C'était une illusion, d'après vous? Ce n'était pas une illusion dans le cadre de la lutte pour le droit à l'avortement. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai le droit de décider si, de déconnecter la procréation de ma sexualité. Mais il y a un texte magnifique d'une femme qui a écrit un texte en 1975 qui s'appelle Annie Mignard, qui se pose des questions sur l'idée de mon corps m'appartient en disant on n'a pas son corps, on est son corps. Et on ne peut pas, comme ça, tout d'un coup, déconnecter et avoir une espèce de vision de propriétaire. Et c'est comme ça qu'est rentrée d'ailleurs l'industrie capitaliste de l'industrie du sexe, en disant, bah voilà, puisqu'un corps peut être un objet, une chose, et bien finalement on va dire que l'on peut le vendre, organiser la vente de manière industrielle. Dans les années 80, c'est la fin des 30 Glorieuses. Et le rapport à la morale en philosophie va complètement changer. Les 30 Glorieuses se sont achevées avec des slogans comme « Jouissez sans entrave ». Vladimir Jankélévitch, Emmanuel Lévinas ou Paul Ricoeur et d'autres vont remettre au centre de la pensée philosophique la morale. Pour Emmanuel Lévinas, il est question de rendre l'individu responsable. Responsable de ses actes, comme dans cette phrase de Dostoïevski qu'il citait très souvent, « Chacun est responsable de tout devant tous, et moi, plus que tous les autres. » Alors, comment ce retour à l'éthique extrêmement nuancé et extrêmement fin peut s'articuler avec ce revirement moraliste qu'a pu frapper la société à la fin des années 80 et en particulier frapper les femmes? En France, être habillé est devenu une norme sociale. C'est même presque interdit par la loi de se montrer nu. Alors, pourquoi ce presque? Parce qu'il existe une ambiguïté à l'intérieur de la loi qui va nous intéresser dans le sujet que nous traitons. Aucun article de loi n'interdit strictement de se promener nu. Mais l'article 222-32 du Code pénal annonce que l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard public est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. L'ambiguïté de ce texte est ici extrêmement importante. Qu'est-ce qu'on appelle exhibition sexuelle? Alors, si les organes sexuels ne font pas véritablement débat, il est plus complexe de déterminer le concept d'exhibition lorsque l'on parle du torse, et en particulier du torse de la femme. C'est notre question depuis le début. Qu'est-ce qui va faire que ce torse féminin, que cette poitrine féminine va être sexualisée ou pas? On s'aperçoit que pour la justice, c'est finalement le contexte dans lequel va se montrer ces seins qui va déterminer si la poitrine est sexualisée ou non. Une plage, par exemple, n'est pas un lieu où la poitrine féminine devrait être sexualisée, malgré le contre-exemple que l'on a eu cet été. Le lieu public fait plus débat, les réseaux sociaux sont également sujets à débat,
et à contestation dans l'exhibition de la poitrine féminine. En février 2004, lors du Super Bowl, Janet Jackson laisse échapper son sein à la vue de plusieurs millions de téléspectateurs. C'est la naissance du Nipplegate, traduction de manière littérale, le scandale du téton. Le mouvement Free the Nipple, libérer le téton, est une campagne créée en 2012 pendant la pré-production d'un reportage traitant d'un groupe de femmes protestant contre la censure faite à la poitrine féminine. Cette campagne met en relief la convention sociale qui permet à l'homme de montrer son torse et qui l'interdit à la femme. Aux États-Unis, 3 États américains interdisent aux femmes de montrer leurs seins. L'Indiana, le Tennessee et l'Utah. Tandis que 14 autres États ont des lois extrêmement ambiguës au sujet et vont condamner les femmes, on va dire, en fonction des circonstances. John Yu est une artiste visuelle taïwanaise. Sa pratique artistique explore les aspects des réseaux sociaux. En 2017, elle a imaginé une manière de contourner les interdits imposés en particulier sur Facebook et Instagram. Le male nipple, c'est-à-dire un procédé consistant à remplacer le téton des femmes par des photos de tétons masculins. Les seins des femmes sont devenus aujourd'hui un véritable enjeu féministe. Comme l'affirme en particulier la sociologue et chercheuse Camille Froidevaux-Métairie, libérer ses seins, montrer ses seins va redevenir un acte féministe assez fort, qui n'est pas anecdotique, puisque ne plus porter de soutien-gorge ou bronzer seins nus, c'est tenter de se libérer des représentations objectivantes et sexualisantes. C'est sur cette citation que nous allons finir ce 3e volet de notre recherche sur la poitrine des femmes. On voit que tout au long de l'histoire, la poitrine féminine, la capacité à pouvoir la montrer de manière volontaire pour les femmes, de l'assumer, d'en être responsable, est étroitement liée à un contexte politique. Au moment où la femme a le droit d'exposer sa poitrine comme elle le veut, où cette poitrine n'est pas sexualisée, en dehors des moments où elle le désire, on voit que c'est une affirmation de la liberté de la femme. À chaque fois que la liberté a été en danger, la poitrine des femmes a voulu être contrainte ou dissimulée.